Bonjour, merci d'être parmi nous. Je vais vous présenter les trois intervenants aujourd'hui, donc qui vont vous présenter une conférence qui s'appelle En deçà et au-delà, utopie médiévale. Je vous présente donc Sylvain Piron, directeur d'études à l'École des hautes études, Pierre-Olivier Detmar, maître de conférence à l'École des hautes études, et Pierre Monet, directeur d'études également à l'École des hautes études au Centre de recherche historique, dans un groupe qui s'appelle Aloma, créé à l'époque, qui s'appelait le GAOM par Jacques Le Goff. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Merci à vous d'être nombreux pour nous écouter, pour se demander pour commencer s'il y a vraiment des utopies au Moyen-Âge. C'est Pierre Monet qui a eu l'idée de nous proposer d'intervenir sur ce sujet, en étant bien sûr de lui, Pierre. Donc je vais peut-être, pour commencer, lancer la discussion. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois les utopies ? Alors, tout d'abord, bienvenue à tous et merci d'être là. On va avoir un petit dialogue très général un petit peu sur cette question, existe-t-il les utopies médiévales? Et puis chacun de nous va décliner ensuite, tour à tour, un exemple qu'il estime être pertinent pour notre discussion. Donc, je pense tout d'abord que comme toute société socialement organisé et intellectuellement structuré, oui, le Moyen-Âge, ce qu'il est convenu d'appeler le Moyen-Âge, qu'il fasse 1000 ans ou 1500 ans, a imaginé des mondes autres, projetés au-delà, qui ne sont pas forcément des antimondes, mais qui, évidemment, compte tenu de ce qu'est le Moyen-Âge, c'est-à-dire tout entier occupé par l'économie du christianisme et l'ecclésia en tant que structure ecclésiastique organisant l'ensemble de la société, a d'abord évidemment pensé d'autres mondes, des ailleurs, dans cette économie de la pensée chrétienne, tout orientée vers le salut. Donc, s'il y a utopie, s'il y a projection, elle se situe forcément dans une économie du salut, à commencer par le paradis, naturellement, par évidemment son antithèse, en quelque sorte, l'enfer, à quoi s'ajoute un troisième lieu que Jacques Le Goff a magnifiquement étudié, cette sorte de transition, je dirais, entre trois autres mondes, c'est-à-dire l'enfer, le paradis et le monde d'ici-bas, tous entretenant évidemment une relation dans le cadre de l'économie du salut, à savoir le purgatoire. Et puis il y a d'autres lieux, il en sera question et les collègues en parleront, le royaume du prêtre Jean. Il y a beaucoup de choses, mais je vais commencer par une objection. Oui. Est-ce que tu nous parles des lieux autres, c'est-à-dire oui. les espaces du salut ou de la damnation éternelle, qui par définition ne sont pas sur Terre. Or, quand on parle d'utopie, est-ce qu'on n'est pas en train de poser la question d'un espace, de lieu autre, où la vie se déroulerait autrement, mais sur Terre, dans cette vie-ci? Est-ce qu'on ne peut pas commencer par exclure ces espaces? Parce qu'effectivement, sinon, on peut parler de beaucoup de choses, de beaucoup d'au-delà, mais pour se recentrer sur plutôt ce qui se passe sur Terre. Et là, ça devient plus compliqué de se demander, est-ce que vraiment cette société tournée vers l'au-delà a imaginé, a vécu en fonction de lieux, d'espaces autres qui pouvaient servir de point de référence, de point de critique éventuel au modèle de société, d'inversion des lieux? Est-ce que c'est pas plutôt comme ça, Pierre-Olivier, qu'on prend les choses? Oui, on peut le prendre comme ça. Et je crois qu'il y a une différence un peu fondamentale entre notre condition terrestre et la condition terrestre médiévale. C'est que la totalité du monde n'est pas connue. Et donc, il y a une possibilité, au-delà du monde que l'on connaît le mieux, celui dont on a des récits directs, d'autres possibles qui sont largement à imaginer. Et ces possibles-là, on les situe bien sur Terre. Donc, on les situe en général en Inde, dans les îles de l'océan Indien, parfois en Éthiopie. Et ces autres mondes donnent lieu à, disons, des descriptions de sociétés absolument étonnantes qui correspondent un peu aux différents critères, disons, de l'utopie, qui est à la fois un lieu ailleurs et aussi un lieu meilleur. Alors, je peux vous donner un petit exemple.
En fait, il y en a plusieurs. Il y a des utopies un peu techniques qui relèveraient plus, disons, qui se rapprocheraient sans doute de la fantasy ou aujourd'hui, ou même de la science-fiction, des lieux où on imagine des robots, des automates, des choses comme ça. Ça existe. Il y a des ailleurs avec des créatures fantastiques. Ça existe aussi. Des êtres qu'on ne connaît pas en Occident et qui sont décrits également. Mais il y a aussi des sociétés dont on décrit les mœurs. Et là, évidemment, ça devient plus politique. Et là, il y a un projet qui est totalisant, qui suit des utopies, qui est de à la fois montrer un autre monde pour porter un regard critique sur notre société. Et il y a un texte qui est que j'aime énormément, qui décrit la rencontre d'Alexandre le Grand avec un peuple qui est le peuple des Brahmanes, donc situé en Inde. Et donc c'est un peuple qui n'a pas connu le christianisme, puisqu'on est avant l'arrivée du Christ. Et il y a un dialogue assez incroyable entre Alexandre et ce peuple, qui est d'ailleurs relaté par un homme que Sylvain connaît bien, qui est Jacques de Vitry. Voilà comment on les décrit. On dit, voilà, ils habitent dans des grottes et des huttes et ne construisent ni domaines ni cités. Ils ne font de mal à personne. Ils ne se défendent pas contre qui que ce soit par leurs armes. Leurs enfants et leurs femmes habitent à l'écart, avec des bêtes qu'ils nourrissent pour subvenir à leur vie de sobriété. Et puis après, c'est un des brahmanes qui parle dans ce texte, et dit « Nous tenons de nos croyances qu'il est illégitime de cultiver le sol avec la charrue, d'ensemencer la terre, d'atteler les bœufs au chariot, de jeter ses filets dans la mer pour prendre du poisson, de chasser les bêtes, quadrupèdes de la terre comme oiseaux du ciel. » Après, il critique toutes les richesses d'Alexandre, parce qu'Alexandre se vante de son empire, de ses habits, de sa puissance, etc. Et le brahman lui répond que pour lui, sa richesse, il dit bien, c'est ce qui est sujet d'admiration, de délice, c'est le ciel qui resplendit merveilleusement de toutes ses étoiles, c'est le soleil empourpré dans sa course et ses rayons qui illuminent le monde entier, c'est la mer violette, et si une tempête la soulève, elle ne ravage pas la terre voisine comme dans vos contrées, mais elle l'embrasse ainsi qu'une sœur. Jour après jour, nous regardons les diverses espèces des poissons, les cabrioles et les jeux des dauphins. Et donc là, on voit qu'il y a l'idée d'un contre-modèle qui est un contre-modèle qui n'est pas basé sur la domination, mais où le rapport esthétique à la création au monde, notamment dans l'idée de la diversité, qui revient beaucoup dans ce texte, la biodiversité, est extrêmement centrale. Alors on peut dire que ce n'est pas une utopie, mais c'est un mythe, puisque c'est quelque chose qui se passe dans le passé. Sauf qu'effectivement, au XIIIe siècle, au moment où ce texte est écrit, on pense que les brahmanes existent encore, et des textes les présentent comme un peuple vivant quelque part sur Terre, et qui, effectivement, a un rapport critique avec l'Occident. Et là, dans cette image, par exemple, c'est un homme d'Occident qui va rencontrer des brahmanes, et dans ce texte, l'occidental est présenté comme un fou, parce qu'il est fou de s'habiller, il est fou d'exploiter les animaux, et que la sagesse est incarnée par ces hommes nus qui vivent quelque part sur Terre, mais on ne sait pas trop où. C'est presque une sorte de paradis terrestre, hein, imaginez. Oui, c'est ça, c'est une paradis terrestre, mais sans Dieu, parce que voilà, ils ne le connaissent pas, quoi. Enfin, mais... Ça entre évidemment en résonance avec une autre utopie que l'on connaît, qui, vers le milieu du XIVe siècle, commence à faire l'objet de textes qui circulent. C'est le fameux pays de Cocagne. Si cette description d'un monde situé sur Terre, mais dont on ne connaît pas non plus exactement la localisation, on dit que c'est une île qui est à l'ouest. On calcule même le nombre de milles qu'il conviendra d'accomplir pour l'atteindre. Et si cela naît au milieu du XIVe siècle, c'est parce que c'est véritablement une utopie de crise. C'est-à-dire que nous sommes évidemment en plein milieu d'un siècle difficile, la pandémie de la Grande Peste, le retour des grandes guerres sur le continent, à commencer par la guerre de 100 ans, et puis le retour des crises frumentaires. Or, ce pays de Cocagne est décrit comme le pays de l'abondance. On n'a pas besoin d'y travailler, on n'a pas besoin
d'y produire des richesses, il n'y a pas de propriété parce que tout simplement les arbres portent des fruits qui sont déjà transformés en tarte, les chevaux sont tirés sur le licol par des fils de boudin et ils sont tellement d'ailleurs suralimentés qu'ils ne songent même pas à croquer dans ces boudins. Les fontaines évidemment ruissellent de lait et de miel, exactement comme d'ailleurs dans la Bible, le pays de Canaan. Donc vous voyez d'ailleurs étymologiquement et du point de vue de la sonorité des mots, Cocagne, Canaan. Et puis ça marche un petit peu dans toutes les langues parce que dans les versions germaniques du pays de Cocagne, on dit que Cocagne vient de couronne, c'est-à-dire à la fois le gâteau et puis la cuisine. C'est donc une inversion de la malédiction contre Adam et Ève, chassés du paradis et qui doivent travailler pour se nourrir. Ici, ce pays de Cocagne est exactement celui où l'on trouve tout déjà tout prêt à croquer en bouche. Sauf que si on atteint cette île, on peut y rester naturellement ad vitam aeternam parce qu'on y est toujours jeune, il y a beaucoup de vin, on y est nu, la nudité libre, synonyme aussi d'une forme de sexualité libre est importante, sauf que si on ressort de cette île, on ne pourra plus jamais y retourner. C'est un fusil à un coup, donc l'utopie c'est ça aussi, elle est peut-être accessible, mais il faut réfléchir à deux fois parce que si on s'y installe, ensuite on ne pourra plus revenir si on la quitte. Oui. Au fond, le pays de Cocagne, c'est un peu un pays carnavalesque, c'est un pays des inversions. Dans les premiers textes, on insiste beaucoup sur des phrases qui sont exactement l'inverse de ce que dit la morale chrétienne. Il y a le grand thème aussi, cher à Jacques Le Goff, de l'usurier qui gagne de l'argent en dormant. Et là, c'est exactement la chose inversée. C'est plus on dort, plus on gagne, plus on est riche. Donc c'est vraiment une logique d'inversion. C'est autre chose. Donc c'est-à-dire qu'il y a effectivement des possibilités d'imaginer sur Terre ces types de sociétés autres, mais celles dont on va parler plutôt maintenant, elles s'inscrivent dans l'idéologie chrétienne, et c'est une des grandes nouveautés de la fin du Moyen-Âge, d'avoir inventé un moment, l'hypothèse qu'il y aura un moment de progrès sur Terre. Donc c'est pas une utopie au sens d'un lieu autre, mais c'est vraiment l'imaginaire d'une société transformée après une crise. Donc c'est un imaginaire qui se met en place dans une ligne un peu compliquée qui est celle de Joachim de Fiore, donc qui est un abbé calabrais, un cistercien qui après a fondé son propre ordre religieux à la fin du XIIe siècle et qui imagine une théologie de l'histoire assez complexe en comparant l'histoire de l'Ancien Testament et l'histoire de l'Église. Considérant qu'il doit y avoir un parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament, que tous les événements, s'il y a une histoire si complexe de l'Ancien Testament, c'est pas pour rien, elle doit annoncer pas simplement globalement le Christ, comme on dit d'habitude, mais elle doit annoncer aussi toute une série d'événements qui se déroulent dans l'histoire de l'Église. Et Joachim construit son système en mettant en parallèle les générations de l'Ancien Testament avec des générations de l'histoire chrétienne depuis la venue du Christ. Et en mettant bout à bout ces générations, donc lui écrit à la toute fin du XIIe siècle, et il voit arriver la crise finale, la fin des temps, vers 1260. Alors c'est très intéressant comme façon de voir parce que c'est souvent dans 2 générations. On imagine la fin du monde, mais pas tout de suite. C'est dans 2 générations, il se passera quelque chose. Et alors le récit qui est construit, alors il y a des éléments assez complexes là aussi parce qu'ils ne sont pas exactement dans le texte biblique, mais ils ont été construits par la théologie progressivement. C'est la figure de l'antéchrist. Il y aura, alors ça c'est une figure, donc il y a quelques petits passages, soit dans l'Apocalypse ou dans des lettres de Saint Paul, qui annoncent un personnage qui va séduire l'ensemble du monde chrétien avant la fin des temps, qui va attirer tout le monde dans l'erreur, qui sera donc le grand séducteur, qui prêchera, qui sera vraiment le plus grand des faux prophètes, et qui régnera le temps, donc 3 ans et demi, qui est la durée de la prédication du Christ. Et donc il fera l'envers de ce qu'a fait le Christ, mais il sera vaincu. Et alors, l'hypothèse que pose Joachim, c'est de dire que l'Ancien Testament est globalement dominé par la figure du Père, le Nouveau par la figure du Fils, et à la chute de l'Antéchrist s'ouvrira l'âge de la 3e personne de la Trinité, qui est l'âge de l'Esprit. Quand on parle aujourd'hui du New Age, ça vient exactement de cette idée d'un âge de l'esprit qui est destiné à s'ouvrir. Et ce sont surtout des fraudes.
Joachim a été lu par le pape, il a offert ses œuvres à la papauté, et le pape Innocent III a lu, et on voit très bien qu'il en a fait usage, des écrits de Joachim. Les dominicains également ont été très intéressés, mais ce sont surtout les franciscains qui se sont appropriés ces textes, et des théologiens franciscains ont développé ces idées au cours du XIIIe siècle et au XIVe siècle, en développant cette notion d'un âge de l'esprit, qui chez Joachim n'a pas une durée très claire. C'est pas très net si ça. C'est un changement d'état. Tout devient plus clair, l'esprit arrive sur terre, on comprend tout sera mieux. Et ça se transforme en une véritable période de progrès temporel dans l'histoire. Il y aura cette crise terrible qui va arriver dans 1 à 2 générations. Alors, la date est toujours reculée au fur et à mesure. Joachim avait annoncé une crise pour 1260. En 1260, donc beaucoup de personnes qui y croyaient ont été déçues, ont abandonné. Même, on imaginait que l'empereur Frédéric II jouerait un rôle dans cette crise, et comme il est mort avant, beaucoup ont abandonné ces idées de toute façon, avec regret. Mais des mouvements se sont constitués en considérant, c'est le mouvement des apostoliques de Gérard Segarelli en Italie, donc un mouvement, alors là, prophétique, mais aussi de transformation, qui à la fin est devenu guidé par Dolcino dans les premières années du XIVe siècle, est devenu un véritable mouvement révolutionnaire, cherchant à mettre en acte cette société de l'avenir dans une vallée italienne, au Piémont, avant d'être massacrée. Donc c'est aussi un dispositif qui fait agir. Et donc dans la pensée de ces théologiens franciscains, donc Pierre de Jean Olivier au premier lieu, il faut des grands commentaires de l'Apocalypse en considérant qu'il y aurait une longue durée et en essayant de mettre bout à bout différents calculs sur la durée du monde. Olivier donc écrit vers la extrême fin du XIIIe siècle un scénario dans lequel il y aura, après la chute de l'Antéchrist qui est attendue vers le premier quart du XIVe siècle, une période de paix qui va durer 700 ans. Alors 700, c'est parce que ça s'accorde avec la notion d'une durée du monde de 6000 ans, une durée biblique de 6000 ans. Et donc 2000 ans après le Christ, on doit arriver vers la fin des temps. Et donc lui voit vraiment, après la fin de cette longue période de paix, une crise finale qui arriverait exactement vers le premier quart du XXIe siècle. Vers 2025, on y est. Mais 2 générations après, un autre franciscain très très intéressant, qui était un vrai prophète visionnaire, qui est Jean de Roctaillade, qui est un franciscain d'Auvergne, d'Aurillac, écrit lui aussi, renouvelle les calculs, annonce la venue de l'Antéchrist pour 1365. À chaque fois, il écrit dans les années 1340-50, donc c'est assez proche, cette grande crise. Et il a écrit des textes extrêmement influents qui ont été repris très largement. Et notamment, comme dans ses prophéties, il annonçait que la papauté va fuir Rome. Il y a eu une fuite de la papauté, un retour à Rome. Il annonçait, donc la papauté était à Avignon à l'époque, donc il a prophétisé ce qui s'est produit. Donc c'est ce qui a donné un grand crédit à ces annonces. Et Roctaillade, lui, pense vraiment qu'il y aura 1000 ans après la chute de l'Antéchrist. Donc là, on a vraiment le millénaire, le millénium, qui est une notion qui était ancienne mais qui n'avait pas vraiment le même sens. Donc il y aura un millénaire de paix sur Terre. Et un petit texte, je vais terminer par là, c'est son texte le plus diffusé, qui est un texte qui a été traduit dans toutes les langues européennes. Il y a 2 ou 3 traductions en français, en tchèque, en allemand, en anglais, qui s'appelle le Vademecum, donc le petit mémo à emporter avec soi dans les tribulations. Et c'est un des rares textes qui annonce dans le détail comment se passera cette grande crise, et qui annonce, chose très intéressante, au fond, le sens de la crise, c'est l'Église est corrompue et l'Église doit devenir pauvre. Les franciscains militent pour la pauvreté, pour suivre la pauvreté du Christ, et c'est une façon de transposer leur idéal en critique de l'Église actuelle, en disant avec la crise de l'Antéchrist, ça sera la punition de cette Église devenue trop riche, et donc les frères mineurs, les franciscains fidèles au projet de François d'Assise, seront ceux qui vont amener la transformation finale, qui vont lutter, qui seront le cœur de la résistance contre l'Antéchrist. Et les clercs, les prélats qui s'accrochent à leur richesse, les perdront, et il y aura des persécutions, et il y a une notion très, très forte d'une justice populaire, justitia popularis, qui va s'exercer contre les riches, contre les prélats, contre les nobles, dans ces années à venir, pour que tout le monde se convertisse, par la force, par la violence, à la pauvreté évangélique. Et donc la description qu'il fait du monde futur, donc c'est cette utopie, elle tient en quelques lignes, c'est finalement assez pauvre, c'est une période de paix spirituelle sur Terre. Il n'y aura plus de guerre, alors il y en aura quelques-unes petites ça et là, il est
il reste réaliste, mais elles ne vont pas durer longtemps. Et globalement, c'est une époque de paix où, phrase très belle, il dit « Quiconque aura la présomption de forger des armes de guerre périra par elles ». Voilà. C'est vraiment la paix et surtout, élément crucial, la compréhension spirituelle. Grâce à l'Esprit Saint, on lira, on comprendra vraiment les mystères des Écritures. Tout le monde aura l'esprit de prophétie. Hein, donc il y aura une vie paisible et prophétique accomplie sur Terre. Et on a alors quelques cas, c'est intéressant, des communautés de laïcs qui partageaient ces idéaux, et qui ont été interrogés, parfois condamnés par l'Inquisition. Et on a un proverbe qui ressort régulièrement pour décrire cette période de paix. Il y aura une telle vertu régnant sur Terre qu'une belle fille pourra aller en pèlerinage de Rome à Compostelle sans se faire agresser. Voilà. Donc c'est cette image. Donc l'utopie ici est la pauvreté évangélique. Hein, tout le monde est pauvre. Voilà. Il n'y a pas le détail social exactement, mais le clergé sera pauvre et tout le monde sera intelligent et comprendra et sera vertueux. Mais et cela doit durer 1000 ans. Donc là, la force de cette prophétie, c'est donner un horizon d'espoir extrêmement puissant, hein, qui est une des fonctions que remplissent les utopies politiques. Et donc c'est un schéma particulier à ce courant donc, qui se réclame de Joachim de Fior, des franciscains spirituels, mais qui peut se diffuser, qui peut être partagé aussi dans d'autres milieux et qui a pu infuser. Et donc, Pierre, toi, tu as une autre version de la fin des temps à nous proposer et de cette période. Enfin, ce qui déjà, je crois, est frappant, enfin, j'espère en tout cas que vous pouvez retenir dans un premier temps, c'est évidemment la capacité de cette société, de ces hommes, de ces penseurs, à investir le temps, à investir l'espace d'autres possibles, hein, d'autres mondes imaginés, situés soit sur Terre, soit ailleurs, et d'imaginer aussi, à partir d'une scansion des temps, d'imaginer une projection vers un futur, toujours meilleur, hein, soit tout le monde y est pauvre, soit tout le monde y est riche, tout le monde y est en paix, etc. Il me semble que, on peut en discuter, mais justement, tu as parlé d'une certaine inflexion à la fin du Moyen-Âge, et je voudrais choisir juste un petit exemple pour vous montrer que justement, dans cette période, à la toute fin de la période classique pour les historiens du Moyen-Âge, peut-être sinon des ruptures, en tout cas des interstices commencent à s'introduire dans ces grands modèles hein, de tripartition, soit du monde, soit des temps. Et donc, je voulais partir si je clique là-dessus, c'est bon, hein, voilà. D'un livre qui est publié. Quand je dis livre, c'est un incunable, c'est-à-dire que ça n'est plus un manuscrit, c'est pas encore tout à fait le livre moderne que nous connaissons, c'est un livre produit, hein, imprimé, mais à partir de caractères mobiles qui sont encore faits à la main et qui ressemblent à un manuscrit, sauf qu'on a déjà la possibilité de démultiplier l'édition de ces livres. Ce livre, qui a été publié en 1493 à Nuremberg, passe pour être la dernière chronique universelle du Moyen-Âge, c'est-à-dire la dernière fois qu'un auteur essaie d'enfermer tout le savoir et tous les temps du monde possible, avec ses réalisations et ses utopies d'ailleurs, dans un seul livre. Et donc, ce livre, publié en 1493, en latin et en allemand, dans le milieu des humanistes de Nuremberg, c'est-à-dire l'Allemagne du Sud, se vend d'abord comme quelque chose de très classique, puisqu'il reprend la description du monde selon les 6 âges hein, qui ont déjà été évoqués et mentionnés par Sylvain Piron. Donc, si on continue à regarder, voilà, ça c'était les pages de titre. Voilà notre auteur, hein, Hartmann Schedel, qui était de son vivant médecin, appointé de la ville. Et puis, juste une petite projection pour vous montrer à quoi ressemble ce livre, qui à quelque chose de monstrueux, parce que, après la Bible, c'est l'incunable le plus illustré du Moyen-Âge. 1482 figures, images, etc., dans un système d'entrelacement hein, entre le texte et l'image. Et
Ce livre a aussi ceci de particulier qu'il a bénéficié d'un tirage absolument quasi industriel hein, pour la fin du Moyen-Âge, des années 490. Il en a été tiré 2100 exemplaires. C'est un incunable d'à peu près 380-400 folios. Ça veut dire que les imprimeries de Nuremberg qui le produisent impriment chaque jour entre 200 et 300 feuilles. Et vous voyez qu'on passe déjà dans un autre registre de production. Et c'est l'incunable qui bénéficie du taux de survie le plus important aujourd'hui encore. Quand je dis taux de survie, ça veut dire le nombre d'exemplaires qui sont encore conservés, soit chez des particuliers, soit dans des bibliothèques du monde entier. Hein, bon. Et donc, quand je dis monstrueux, c'est parce qu'il nous présente aussi, âge par âge, différents types de vie ici et de vie possible ailleurs, avec la représentation classique, par exemple, d'hommes mi-humain, mi-animal, avec un corps inférieur de singe et un corps supérieur d'homme, avec 2 têtes, avec 4 bras, avec 3 jambes, enfin, etc., des choses assez connues. Donc, si vous voulez, quand on regarde ce livre, on se dit, la belle affaire, rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est simplement pour vous montrer comment le livre a été fabriqué, de la plume en quelque sorte, hein, jusqu'au résultat final. Ça, c'est son périmètre de diffusion et d'achat. Et juste pour signaler également que ce livre est le premier atlas urbain quasiment de l'Europe, puisqu'il croque sur le vif les quelques 130 cités les plus importantes du continent. Simplement, il propose aussi un certain nombre de cartes. Et je veux en arriver au point final sur lequel je souhaite insister, pardon. C'est celui-ci, c'est-à-dire... Ah non, ça on passe déjà au point suivant. C'est-à-dire qu'il nous dit, voilà, le temps du monde se divise en 6 âges, avant l'Apocalypse, hein, l'arrivée de l'Antéchrist, comme Sylvain Piron vient de le suggérer. Et puis... si on remonte un petit peu au milieu du livre, on voit que s'introduit entre le 6e âge terrestre et le 7e âge de l'Antéchrist et de la fin du monde, une sorte de 8e âge qui est en fait le 8e âge du temps présent. Et ce 8e âge consiste tout simplement en 8 feuillets vides. C'est le seul endroit où c'est vide. Alors qu'ailleurs, vous voyez, c'est plein, c'est saturé de textes, d'images. C'est le seul endroit du livre où on a 8 feuillets vides. Et l'auteur nous dit, eh bien, c'est à toi d'écrire maintenant sur ces feuillets vides les choses qui vont arriver. Et il me semble que là, on a une inflexion vraiment fondamentale dans la pensée de la projection du temps. Le futur revient sur Terre. Et il est encore à écrire, c'est une page blanche. Pas véritablement une utopie, parce que on peut estimer que c'est l'histoire du temps présent et du quotidien qui va être inscrite, mais une page ouverte, une page encore tout à fait vierge. Et l'utopie commence peut-être à changer de sens. Elle revient ici, mais elle offre un espace vierge dont s'approprie l'individu. Parce que, et ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourra avoir dans la discussion, il me semble que la place de l'individu, le rôle de l'individu dans les projections utopiques, que ce soit celles du Moyen-Âge ou d'aujourd'hui, reste un problème. On a des projections qui sont toujours collectives. Un autre monde fermé, etc., une autre idéologie, un autre modèle possible, une autre ville, etc. Et où est l'individu ? Est-ce que c'est un autre individu aussi utopique qui va agir et vivre dans ces utopies situées dans le temps et dans l'espace ? Voilà. Pierre-Olivier, tu as encore de quoi décliner la thématique, cette fois sur un autre registre encore qui nous fascine tous, parce que c'est une œuvre absolument monstrueuse aussi de certains côtés. C'est une œuvre monstrueuse qui a un lien direct avec ce que tu viens de montrer, Pierre, qui est... voilà, il y a cette image de Dieu le Père qui est dans la fameuse chronique de Hermann Schedel, qui donc a été extrêmement diffusée, et donc 1493, et quelques années après, c'est-à-dire sans doute 5-6 ans après, un peintre s'inspire de cette figure, peut-être, dans un détail d'un de ses tableaux,
Et ce peintre, c'est un peintre qui aujourd'hui est très connu, qu'il était sans doute moins à l'époque, mais c'est Jérôme Bosch. Et ce petit détail se trouve ici, en haut à gauche de ce tableau qui s'ouvre et se ferme. Et c'est Dieu qui dit, voilà, il dit, et le monde fut, et c'est l'image de la création du monde. Et alors, ce que je voudrais faire maintenant avec vous, c'est vous inviter à une expérience qui est une des choses peut-être les plus agréables qui puisse être, qui est de regarder ensemble des images dans le noir. Et là, de regarder des images particulièrement voilà, compliquées, surprenantes dans un sens. On va ouvrir ces deux panneaux, et ce qui se trouve derrière est quelque chose que vous avez sans doute déjà vu. C'est des images que même si on ne travaille pas sur le Moyen-Âge, même si on ne fait pas d'histoire de l'art, elles traînent quelque part dans notre imaginaire parce qu'on les a vues dans la salle d'attente du dentiste, de son psy, je ne sais pas. C'est cette image-là, en Pulse, ou je ne sais pas. Alors, voilà, un tableau, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pourquoi il est présent parmi nous aujourd'hui? On sait qu'il est peint par Jérôme Bosch, donc voilà, extrême fin du XVe siècle. On sait aujourd'hui qu'il était conservé qu'il était commandé très vraisemblablement par Henri de Nassau pour son palais à Bruxelles. Henri de Nassau, c'est un puissant de son siècle dont le palais était célèbre pour son fameux lit à 50 places qui frappe beaucoup les visiteurs pour les fêtes incroyables qu'il y donnait, ce qui évidemment influence l'imaginaire qu'on peut avoir autour de ce tableau. Mais sur le tableau lui-même, on n'a rien de l'époque, vraiment rien. On a quelques éléments de biographie sur le peintre, sur Jérôme Bosch, sur la vie qu'il a menée comme d'un peintre reconnu, etc., dans son milieu, mais pas plus que ça, rien sur le tableau en lui-même. Et même les voyageurs qui passent à Bruxelles, certains sont très fameux, comme Albrecht Dürer, qui va au moment où ce tableau est dans le palais de Nassau, décrit plein de choses. Il fait plein de choses à Bruxelles. Il achète des pâtes d'élan, il voit des objets incroyables qui viennent du Nouveau Monde. Il décrit tout ça, mais il ne dit rien, pas un seul mot de ce tableau incroyable. Et si effectivement il est convié à notre discussion, c'est que ce tableau crée un tel écart par rapport aux productions picturales de son époque qu'il a suscité à la fois toute une série d'interprétations que je vais vous présenter rapidement, et puis se pose comme quelque chose qui est un lieu autre, disons, du monde des images. Alors, si on rentre un petit peu dans ce tableau, disons tranquillement, on peut se dire, on voit que c'est un triptyque, qu'il y a deux panneaux latéraux et un panneau central. Ces panneaux latéraux, ils paraissent au départ plus simples. Pardon, là je suis... attendez, voilà. Donc le panneau de gauche représente le paradis. Alors bon, c'est un paradis qui est tout de même assez particulier, mais on peut reconnaître Adam et Ève, on peut reconnaître... alors c'est présenté de façon un peu étonnante, mais sur le petit arbre qui est au second plan, il y a un arbre avec un serpent, une espèce de palmier, avec un serpent qui s'enroule. On peut se dire, voilà, ça c'est le serpent du paradis. Et là, on est à peu près quand même, disons, dans un espace que l'on connaît, même si des petits éléments déjà nous font douter de cette image. C'est-à-dire si on rentre dans le détail, et j'ai oublié de préciser que c'est un tableau immense, c'est-à-dire que là, il est presque projeté grandeur nature. Donc on peut vraiment se perdre dans les milliers de figures qu'il comporte. Et c'est d'ailleurs sans doute une des fonctions de ce tableau. Michel de Certeau a écrit un très beau texte à propos de ce tableau qui s'appelle « Un lieu pour se perdre ». Et c'est sans doute ce qu'on va faire. Alors si on se perd un peu dans le paradis, on voit des choses comme ça qui sont assez surprenantes, disons, pour l'image qu'on a du paradis médiéval, le paradis chrétien, pour plein de raisons, parce que
Ce qui était vrai pour les brahmanes que j'évoquais tout à l'heure, qui vivaient nus, qui étaient végétariens, c'était des gens qui prolongeaient le mode de vie supposé du paradis d'Adam et Ève, où, eh bien, avant la chute, pour aller vite, la mort n'existe pas. Et donc Adam et Ève sont végétariens, et tous les animaux sont végétariens. Les lions sont végétariens, et on est dans une végétarisation totale, disons, du monde, sans la mort. Et du coup, ces petites scènes qui sont des petits détails où des hybrides un peu étranges se font, voilà, mangent une petite grenouille, etc. J'aurais pu prendre, il y en a plein, montrent qu'il y a quelque chose qui cloche déjà dans ce paradis. On peut peut-être juste garder, voilà, ça en tête. Et puis, on peut basculer vers l'autre panneau, celui qui est tout à l'extrême droite du retable, qui est l'enfer, qui est peut-être des images qui sont extrêmement connues. Alors, ça va de soi que là, on pourrait passer le festival entier à commenter chacune de ces images qui sont d'une incroyable complexité, qui ont des séries de niveaux de lecture très, très, très variables. On pourrait commenter l'incendie qui est à l'arrière-plan, qui fait référence à un élément biographique de Lévi Debauche qui a vu l'incendie de sa propre ville. Donc il y a dans les représentations de l'enfer de nombreux incendies qui sont représentés. Il y a des séries de jeux de mots, de rébus visuels qui sont présents dans le tableau, qui sont maintenant bien attestés, qui font les images les plus surréalistes, comme le couteau entre les deux oreilles. Plein de choses comme ça, avec des scènes qui sont parfois identifiées à différents types de péchés, etc. On peut faire une lecture très classique, disons, de ces choses-là. Mais il y a tout de même un élément qui est à pointer et qui oppose vraiment le lieu du paradis, même bizarre, et cet enfer-là. C'est le monde des choses, où les choses sont absentes du paradis, et le monde de l'enfer est un monde saturé des choses, de cette culture matérielle qui explose à la fin du XVe siècle, et on les voit partout ici, traversant les hommes, les dépassant, avec des ruptures d'échelle incroyables, comme vous voyez ici, ou encore ici. Donc voilà, un enfer, un paradis étrange, mais un enfer et un paradis quand même. Mais là où ça se complique très très sérieusement, c'est le cœur du tableau, cette scène-là, qui résiste aux historiens de l'art. Et donc, depuis quasiment le XVIe siècle, il y a dès la moitié du XVIe siècle des textes qui sont écrits sur ce tableau. Et quasiment chaque auteur qui a vu ce texte-là a proposé une interprétation différente, généralement contradictoire avec toutes les autres, et sans que jamais personne n'arrive à fermer le sens de ce tableau. Au point que, toujours Michel de Certeau dit, ben voilà, c'est pas du tout un tableau délirant, c'est un tableau qui fait délirer et qui pousse les gens, effectivement, à se perdre dans les interprétations. Alors, je peux vous les donner parce que on peut se dire, si on accepte cette idée de Michel de Certeau, c'est que c'est quelque chose qui permet à différents auteurs du XVIe, du XVIIe, jusqu'à aujourd'hui, etc., de projeter leur propre vision de l'utopie dans ce tableau. Puisqu'on a quelque chose qui est tellement ouvert qu'effectivement chacun projette ce qu'il imagine être un monde autre que l'on ne connaît pas. Pour vous donner un exemple, en 1958, Wilemski, par exemple, pour lui, le centre, c'est le paradis qui continue après la chute. Mais c'est toujours le paradis au centre. Mais 9 ans après, en 67, un autre historien de l'art, Gombrich, dit mais pas du tout. Ça, c'est vraiment la génération de Noé avant le déluge, où les géants et les hommes s'accouplent, etc. Donc c'est un autre épisode très précis qui est là. Mais un autre écrivain, Roth, qui dit non, mais vous n'avez rien compris, c'est une allégorie, c'est pas du tout un épisode, c'est une allégorie des différents sens, le toucher, la vue, etc. Donc il le montre ça de façon extrêmement savante. Puis Frenger dit, enfin c'était avant en 1947, que non, c'est au contraire l'émanation d'une secte auquel aurait effectivement participé Jérôme Bosch, qui était une secte des frères du libre esprit, qui prône l'amour libre. C'est un ars amandi, un art de l'amour, effectivement, fait par cette secte qui vivrait avec des pratiques tout à fait différentes, qui chercheraient à revenir au mode de vie d'Adam et Ève comme système politique.
Mais un autre historien, après, je ne vais pas aller trop loin, mais dit, mais c'est exactement l'inverse de ce que vous dites. C'est au contraire une commedia satanica, c'est le monde de l'enfer sur Terre, et c'est quelque chose qui est montré à quel point le monde effectivement va mal, etc. Et c'est que des mœurs déviantes, etc. Et donc c'est un tableau extrêmement religieux, un tableau extrêmement moral, qui vise à condamner l'humanité dans toutes ces déviances, auquel un autre encore historien va dire mais pas du tout, vous n'avez rien compris, puisqu'on est face évidemment à une œuvre alchimique qui va représenter toutes les étapes de la transformation de la matière vers l'esprit, etc. Et on trouve tous les éléments, la chouette, les alambics, etc. Donc voilà, chacun va projeter, etc. ces choses-là, jusqu'à tout récemment, Hans Belting, un grand historien des images qui est décédé tout récemment, qui propose une dernière hypothèse qui est vraiment une hypothèse utopique. Donc il travaille beaucoup cette idée-là. Il dit voilà, l'idée d'utopie est très présente dans la littérature à ce moment-là. Pierre l'a évoqué avec, par exemple, Le Pays de Cocagne. Mais les utopies d'image, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Et il dit ce tableau est la première utopie d'image où qui témoigne de l'indépendance, de l'autonomie de l'artiste, qui n'est pas simplement réduit à l'illustrateur de concepts faits par des érudits ou de passages écrits dans la Bible ou dans des vies de saints ou des choses comme ça, mais capable de proposer des purs mondes d'images qui n'existent pas ailleurs. Donc c'est à la fois, disons, une naissance de l'utopie d'image et puis une naissance de l'autonomie de l'artiste qui est tout puissant, si l'on peut dire, dans son imagination. Et quelle est cette utopie selon Hans Belting? Eh bien, Jérôme Bosch montrerait ici une utopie écologique en quelque sorte, qui montrerait bien voilà un goût pour la diversité, la biodiversité. Donc il y a dans ces images un soin naturaliste, un soin pour la représentation des différentes espèces, qui est absolument remarquable pour ce siècle, et qui ferait écho à ce goût pour la diversité, la biodiversité, la diversité biologique, qu'on a évoqué effectivement avec le texte que je vous ai lu des Brahmanes. Et donc voilà, ça serait une image, disons, d'une réconciliation de l'homme et des différentes espèces sur Terre, qui finalement serait, c'est ça l'idée utopique que défend Belting, c'est Adam et Ève n'auraient pas péché. Ils n'auraient pas mangé le fruit du paradis, donc c'est plus une uchronie en fait qu'une utopie. Et donc on prend, disons, une bifurcation, pour reprendre un terme qui était discuté hier soir, dans l'histoire. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, comment le monde se serait développé? Et il se serait développé comme ça, de façon harmonieuse et avec les différentes espèces, sans péché, etc. Alors évidemment, ça vaut le coup de rentrer dans le détail de ces images. Je vous les montre ici surtout pour le plaisir, et aussi pour en relever les caractéristiques qui, effectivement, sont loin de très évidentes. On a, par exemple, des choses que Belting discute assez peu, de se dire, tiens, il y a des ruptures d'échelle qui sont considérables. C'est-à-dire que, évidemment, le rapport d'échelle entre les humains et les chouettes est rarement de cet ordre-là, mais c'est globalement le cas avec tous les oiseaux et aussi tous les végétaux qui sont surdimensionnés par rapport aux humains. Cette humanité, d'ailleurs, elle intrigue aussi un petit peu. C'est des humains qui sont, comment dire, presque sans âge, ou plutôt d'un âge moyen, ni vraiment jeune, ni vraiment vieux, qui sont très peu individualisés. C'est un peu le même visage qui se retrouve. Vous voyez, un petit peu partout. Donc, je passe encore ces choses-là. Et dans ce monde-là, on mange énormément. On mange énormément de fruits rouges, de mûres, de fraises, au point que d'ailleurs, pendant un temps, ce tableau a été appelé le tableau de la fraise. Donc c'était, voilà, au XVIe siècle notamment, on a considéré que c'était ça qui était important dans le tableau. C'était de dire, voilà, et cette vision, disons, cette utopique, elle est chez Belting, elle continue, comment dire, d'exister encore aujourd'hui, et jusqu'à ce mois de juillet où, au Festival d'Avignon, le metteur en scène Philippe Ken a mis en scène le Jardin des Délices, et dans la façon dont il présente ce travail-là, il le présente comme un travail sur l'utopie, où il dit, ben voilà, on est face à
à une société qui, effectivement, est à la bascule dans son idée entre deux mondes, à la fin du Moyen-Âge et du début d'une Renaissance. Et lui, il voit une image quasiment, disons, plutôt sombre des animaux qui se regrouperaient autour des derniers points d'eau, dans un monde qui serait en train, disons, de changer radicalement. Alors, évidemment, le but, c'est pas de dire qui a raison dans toutes les multiples interprétations que je viens d'évoquer, sans compter qu'évidemment, il suffirait d'en faire une de plus pour me dire qu'on on est pris dans cette dynamique délirante que produit le tableau. Mais peut-être simplement, sans vouloir trancher, ce qui est un des plus grands défis de l'histoire occidentale, peut-être donner deux pistes qui peuvent se discuter autour de ce tableau. On peut se dire, d'une part, qu'en créant une utopie d'image, loin de tout texte, et moi je serais assez d'accord avec cette idée-là, Bosch, effectivement, affirme une chose, c'est sans doute une part d'autonomie de la peinture, du geste artistique, et un renversement de la proposition générale, c'est-à-dire c'est l'artiste qui propose, et c'est finalement les intellectuels, les historiens qui vont interpréter, qui vont se retrouver dans un moment second. Mais après, si on s'intéresse à l'image elle-même, en tant qu'utopie, pour un lieu entre le paradis et l'enfer, il y a un petit détail qui manque quand même dans ce monde terrestre, c'est simplement la présence de Dieu dans un cadre chrétien, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui renvoie à quoi que ce soit, disons, de biblique, d'évangélique, de rien dans la partie centrale, alors qu'il y en avait au paradis et il y en a d'une certaine façon à l'enfer. Et alors là, effectivement, on peut se demander si on n'est pas face à une autre uchronie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé si Dieu ne s'était pas intéressé à la Terre, et si le monde avait continué, disons, après le péché, après ce qui s'est passé au paradis, et avait continué à évoluer d'une façon complètement profane. Et il y a une façon peut-être de penser ça en image, qui est de s'intéresser à ce qui se passe dans la génération, disons, même précédente, celle de Bosch et de son père, de son grand-père, qui étaient tous les deux peintres, et qui ont participé à la réalisation de manuscrits, qui sont des manuscrits de ce type-là, où on avait l'habitude de montrer au centre des figures saintes et autour des éléments du monde matériel, du monde que l'on connaît, comme ici, des fruits de mer et où, vous voyez, autour du texte central, on avait cette habitude de représenter des scènes de la vie quotidienne, etc., mais entrelacées avec des éléments naturels, des éléments végétaux, comme ici, effectivement, des papillons, des mouches, des fraises, justement, des fraises des bois, des fleurs. Et ça serait peut-être l'hypothèse que je ferais pour finir cet exemple trop long, mais je me dis, est-ce que le geste de Bosch, ça ne serait pas d'avoir pris ces images du monde, ces marges, et de les avoir mis au centre, de se dire, bien voilà, ce qui est maintenant le centre, c'est ce monde profane, ce qu'on appelait le siècle, et finalement, bien, l'histoire biblique, le paradis et l'enfer deviennent des marges et sont sur les côtés. Donc c'est de renverser, si on peut dire, les polarités du monde qu'il proposerait en image, en faisant exister une utopie nouvelle, celle d'un monde sans Dieu finalement, enfin d'un monde qui existerait sans Dieu sur Terre. Voilà, c'est juste un exemple, disons, extrêmement étrange d'image, mais qui, je ne sais pas si vous n'êtes peut-être pas d'accord avec mon interprétation, parce que c'est la dynamique de ce tableau de susciter des... Mais c'est un monde qu'on a le droit d'enlever des fruits. C'est un monde où... C'est un monde sans l'interdit de manger le fruit. Oui, c'est un monde où visiblement, effectivement, il n'y a pas d'interdit, on ne les respecte pas, en tout cas.
Ce qui me frappe dans ce qui vient d'être dit aussi, c'est que l'opération de pensée, hein, qui permet l'expression ou la visualisation ou la formulation de l'utopie est souvent fondée non seulement sur l'inversion, mais sur le renversement des paradigmes. Ce qui était à la périphérie devient le centre, ce qui est le centre devient la périphérie, ou dans le petit exemple que j'ai proposé, ce qui semble être l'âge le plus petit, le temps présent, commence à occuper toute la place, alors que les autres âges, en théorie, ont pour eux le poids de la tradition, des millénaires, etc. Et tout cela continue à se réaliser comme mine de rien, hein, dans le respect apparent. Alors je ne sais pas si c'est un cadre mental structurel fondamental, mais des grandes trilogies, hein, de cette société, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, où ici on a un triptyque, hein, enfer, monde, paradis, ou enfer, purgatoire, paradis, ou bien aussi les fameuses cartes de ce monde, hein, les fameuses cartes en T, c'est-à-dire vous avez le haut du monde et puis le T au milieu qui dessine 3 espaces, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, puisqu'il n'y a pas encore d'autres espaces découverts. Ils sont là, mais les Européens ne se les sont pas encore appropriés. Le livre dont je vous ai parlé, 1493, il paraît, et 3 mois plus tard, c'est plus le même monde, puisque on apprend du coup en Europe que l'Amérique vient d'être découverte et existe. Mais pourtant, on a l'impression que ces cadres trilogiques résistent, et en même temps, ils sont comme implosés de l'intérieur ou transformés par des projections vers autre chose. Et alors, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, juste pour conclure sur ce point, la question de la projection individuelle. Ça me permet juste de préciser un point qui est assez important. Dans l'imaginaire des franciscains, l'âge qui suit la mort de l'Antéchrist, c'est aussi l'âge de la résurrection de François d'Assise. Et eux-mêmes imaginent que les frères qui vont mourir dans le combat pendant les grandes persécutions de l'Antéchrist vont revenir à la vie sur Terre. Voilà. Et donc eux-mêmes sont intensément présents, ils se projettent vraiment dans ce futur qu'ils espèrent vivre. Ils sont prêts à mourir pour un monde dans lequel ils espèrent revenir à la vie. Donc et là, ils reviennent avec le même visage, le même corps. Oui, c'est la résurrection. Oui, c'est eux sur Terre reviennent à la vie sur Terre. C'est une idée totalement hétérodoxe, hein, qui est un petit peu folle. Et ce que dit Pierre-Olivier me fait penser au fait que là, dans ton hypothèse, c'est Bosch qui se projette vraiment. Donc, en fait, c'est son imaginaire, c'est son utopie personnelle, au fond, qui est ce que tu nous dis. Non ? Oui, c'est son propre imaginaire. Et donc, effectivement, sans doute que, bah oui, dans le rapport, effectivement, que prend l'art, disons, dans ces siècles-là, la dimension la plus individuelle est peut-être plus valorisée qu'avant. Et bon, tout ça a été bien travaillé. C'est le statut de l'artiste qui émerge à ce moment-là. Mais cela dit, on peut dire, c'est pas qu'une singularité, puisque c'est aussi au sens d'une flèche, au sens de Nietzsche, qui est envoyée, mais qui après est saisie par d'autres. Et après, il y a toute une série d'auteurs, de peintres, qui vont reprendre ce monde-là. Et ça devient un style. D'ailleurs, on appelle ça, je crois, Bosch Drollen. Et d'ailleurs, le mot drôle, qui a donné les drôleries, c'est aussi un des termes qu'on utilisait pour décrire ces marges des manuscrits. C'est un mot qui est extrêmement intéressant, qui, à mon avis, décrit bien ce qui se passe dans ces scènes, parce que c'est des scènes qui sont parfois cocasses ou qui font rire, comme les gens qu'on voyait faire cet étrange culte de la fraise. Donc, il y a un côté drôle dans ce sens-là. Mais il y a aussi le deuxième sens de drôle, qui est le sens de quand on dit « Oula, celui-là, c'est un drôle de type » ou « Lui, c'est un drôle », qui est une dimension d'angoisse. Et ce qui est drôle, c'est pas ce qui est comique. C'est le drôle, il y a toujours, ça fait rire et ça angoisse un petit peu en même temps. Et d'ailleurs, l'étymologie, elle est discutée, disons, du terme drôle, mais il semblerait qu'elle vienne d'un mot hollandais qui est en gros le mot troll,
qui est du petit personnage facétieux, qui justement est drôle et qui est en même temps également inquiétant. Et bon, c'est un peu des trolls aussi qui sont là, hein, voilà, avec au milieu de fruits surdimensionnés. Et j'aime bien cette idée de mener, comme le fait très bien cette société du XVe siècle, à la fois une dimension comique et une dimension qui peut être morale, voire effectivement existentielle, et que tout ça, ce qui peut être éventuellement contradictoire pour nous, l'est pas du tout à ce moment-là, et est quelque chose qui dépasse la singularité effectivement individuelle de Bosch, mais est partagé par toute une culture qui reprend ça, qui en fait plein de variantes. Il y a même un auteur qui une cinquantaine d'années après ce tableau, fait un mix incroyable. Il se fait passer pour Rabelais, Rabelais serait devenu peintre. Alors là, c'est encore une autre utopie biographique. Et il aurait fait un recueil de gravures faisant des figures de Bosch drôlonne, comme ça, des figures, disons, de drôlerie bochienne. Et donc, il appelle ce recueil de gravures les songes drôlatiques de Pantagruel. Et alors, il fait une petite préface qui est assez géniale. Il dit, voilà, c'est des figures hein, qui sont tout à fait proches plutôt de ce genre de choses, très, très hybrides. Et il va dire, voilà, je fais ce recueil d'images. Et alors, il dit, voilà, les gens qui aiment bien rire pourront vraiment se marrer, en gros, en voyant ces images. Ceux qui sont particulièrement pieux, ils verront un message extrêmement moral et extrêmement dur. Les mystiques, de quoi vraiment trouver un accès à... Donc, ce texte du XVIe siècle anticipe de façon extrêmement pertinente toutes les interprétations que vont faire les historiens dans les siècles à venir, y compris d'ailleurs ceux qui aiment les secrets, ils verront plein de choses à trouver, ils chercheront un code, etc. Enfin, et lui, il finit son texte, cette très belle préface, en disant... moi, j'ai simplement voulu fournir un passe-temps à la jeunesse parce que quand le vin est bon, il ne faut pas que la bouteille soit fermée, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'il finit son recueil d'images qui sont sans texte, mais qui après sont elles-mêmes reprises. Et finalement, c'est Bruegel qui, après, à la fin du siècle, va reprendre tout ce monde-là et le réinterpréter avec sa propre singularité individuelle. C'est le moment de passer aux questions, si vous avez... Si vous avez... Oui, il y a le micro... Chers collègues, merci pour ces perspectives absolument fascinantes sur les univers et les imaginaires médiévaux. Juste en direction de Pierre, ces feuillets laissés vierges à l'attention de l'usager, du lecteur, est-ce que parmi les nombreuses copies survivantes, certains de ces feuillets ont fait l'objet d'écriture ou sont-ils restés blancs dans les collections que l'on connaît? On sait que, moi je connais plutôt la cartographie de la Renaissance, mais souvent les cartes étaient imprimées blanches et c'était une sorte de passe-temps que de les colorier. Et on peut aussi y voir différentes interprétations de la surface du monde à travers ces jeux de couleurs qui n'étaient pas programmés par le cartographe, l'imprimeur, mais laissé à la libre disposition des usagers par les jeux de couleurs. Et là, est-ce que ces feuilles blanches ont fait l'objet d'écritures qui ont été ensuite envisagées, étudiées, analysées? Merci Éloi pour ta question. Alors qui est d'autant plus justifiée que, j'avais essayé de le dire au début, cet incunable nous fait entrer vraiment dans le monde quasi industriel de la production éditoriale, à telle enseigne que, en fait, le catalogue de vente, puisqu'on a déjà un marché du livre qui commence à être organisé par des grandes places commerciales et par des foires, hein, foire de Lyon, foire de Francfort, Leipzig, Paris, etc. On a une sorte de catalogue de vente, comme il en existe encore aujourd'hui, et on propose cet incunable à plusieurs prix et selon plusieurs versions.
Et donc, on peut avoir une version non reliée, noire et blanche, une version en couleur, une version reliée, elle, alors soit plein cuir, enfin, etc. Et le cahier blanc, hein, vierge, ce 8e âge, hein, interstitiel, il est lui aussi, comme dans une voiture, c'est une option. Hein. Et donc, ce qu'on en a beaucoup de mal à savoir, c'est le nombre d'exemplaires qui ont été vendus avec ou sans option vierge. Alors, Dieu soit loué, et ça, pour les historiens, c'est toujours un bonheur. L'histoire s'est mal terminée puisque l'éditeur a bu le bouillon et donc on a un procès et donc on a des actes. Voilà. Donc ça, c'est toujours la grande fortune pour les historiens quand ça se passe mal. Et donc, on sait que, en effet, ces exemplaires avec cahier vierge ont été plus majoritairement vendus. Tout simplement aussi parce qu'il coûtait moins cher. Hein. C'était plus facile d'insérer un petit cahier vierge qui ne coûtait pas grand-chose au reste du volume. Simplement, dans l'historiographie et les études jusqu'à présent, on a pris vraiment tellement cet incunable au sérieux qu'on a étudié le texte imprimé, on a étudié les images, les relations entre les textes et images, et les petits mots manuscrits, les gratures, enfin, etc., n'ont pas encore fait l'objet d'une étude systématique. Il reste à peu près 750 exemplaires conservés dans le monde des versions latines et des versions allemandes. Il faut encore faire le relevé, mais ça suppose vraiment d'aller... Parce que même quand les bibliothèques numérisent, vous voyez, elles ne numérisent pas forcément ce qui est considéré comme un peu marginal, des petites notes comme ça, par un particulier. Donc ça, c'est encore un vrai chantier à faire. Et bon, moi, c'est ce qui me met en appétit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a écrit pour faire redescendre ces 6 âges sur Terre ? Parce que le message est bien passé. Le message que l'auteur et l'éditeur ont fait passer aux gens qui ont lu et acheté cet incunable, c'est l'apocalypse peut bien attendre, du moment qu'on écrit le temps présent. Hein. Et donc, y compris dans le temps présent, on peut réimaginer d'autres utopies d'ailleurs. Hein, mais tant qu'on fait ça, la fin du monde peut attendre. Et donc, ça, j'aimerais bien voir si j'arrive à voir tous les exemplaires un jour, si en effet ça a été formalisé quelque part par quelques particuliers. Voilà. Bon, un grand merci à tous les trois pour ce parcours magnifique. C'est pour moi évidemment une occasion particulièrement joyeuse de me replonger dans le bain du Moyen-Âge. Alors peut-être ce qui me semble le plus intéressant au fond, c'est comment les éventuelles utopies médiévales, si elles existent ou pas, mais il semblerait que oui, hein, si on vous suit, nous aident à la fois par similitude et par contraste à penser aussi les différentes formes d'utopie des périodes suivantes et jusqu'à aujourd'hui. Alors, deux, trois points parmi beaucoup d'autres possibles. Alors sur l'enfer et le paradis, hein, les lieux de l'au-delà, qui m'ont un peu occupé dans mes activités de médiéviste, c'est vrai. Alors ce sont des lieux autres, évidemment. Bon, j'aurais des objections un peu comme Sylvain, et ça me paraît un peu difficile de les considérer comme des utopies véritablement, mais c'était le point de départ un peu du parcours. Non pas parce que ce ne sont pas des lieux qui se situent sur Terre, mais parce que ce ne sont pas évidemment des lieux imaginaires dans la pensée médiévale, bien évidemment. Et non seulement ce ne sont pas des lieux imaginaires, mais on peut considérer que ce sont les lieux les plus réels qui soient, en fait, dans la conception du salut médiéval. C'est les lieux de la vérité pleinement révélée. Et on sait qu'on a pu faire une analyse des conceptions médiévales à travers la notion de figura, hein, d'un rapport figural au réel, c'est-à-dire qu'en fait le monde qui pour nous est le monde réel, en fait n'est que la figure imparfaite de ce qui se réalisera pleinement dans l'au-delà. J'ai une curiosité sur le monde des brahmanes, c'est-à-dire effectivement là aussi c'est un monde lointain et qui est un contre-modèle, effectivement, donc là c'est la dimension où l'utopie serait effectivement ce contre-modèle, mais est-ce qu'on a une idée plus précise sur la façon dont il a pu être perçu
en tant qu'il fait, il fait un retour critique sur la société du temps, où bah voilà, ça fait partie de ces choses étranges qui se passent dans les marges du monde, qui de toute manière effectivement dessinent un contre-modèle, mais qui en fait n'agissent pas forcément, enfin en tout cas c'est ma question, sur un pouvoir être autrement du monde, enfin de la société dans laquelle les gens qui écrivent ces textes vivent. Et effectivement, l'utopie telle qu'on peut la concevoir dans une période plus contemporaine, c'est ce pouvoir être autrement du monde dans lequel nous vivons, et donc de la possibilité de le transformer. Après, sur la question de ce qu'on peut appeler le millénarisme dont parlait Sylvain, c'est important, puisque effectivement, si on prend la typologie que Mannheim fait des 4 formes de l'esprit utopique dans la période contemporaine, bon, il y en a évidemment une qui est la version millénariste, et qui le situe dans un pur présent. Donc là, en fait, et ce qui est intéressant, dans ce que tu as présenté, c'est cette articulation entre quelque chose qui s'annonce, hein, c'est évidemment l'annonce de la fin des temps, du règne du Christ sur Terre, etc. Et puis aussi son éventuel, enfin, tendanciellement, il est toujours repoussé, mais en même temps, il y a aussi des mouvements proprement millénaristes, les Hussites, etc., donc qui mettent au présent. Donc voilà, donc ça nous invite à réinterroger cette catégorie du millénarisme. Voilà, du coup, je m'arrête au seuil évidemment de ce qui nous intrigue le plus, qui est le Jardin des délices de Jérôme Bosch. Je ne vais pas ajouter une nouvelle couche à tout ce que Pierre-Olivier a dit, et qui suscite une fois de plus notre étonnement et notre... voilà, mais bon, quand même juste un petit point. Quand tu as évoqué l'idée que ça puisse être une utopie d'un monde sans Dieu, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est quand même la partie fermée du retable, où il y a ce Dieu, mais à peine visible. Et donc du coup, est-ce que l'hypothèse, si on la reformule un tout petit peu, c'est pas l'idée d'un monde sans Dieu, mais l'idée d'un monde avec un Dieu lointain, qui s'est perdu un peu dans les brumes cosmiques, qui a créé le monde, hein, puisque c'est ce que dit le revers du triptyque. Mais comme tu l'as dit aussi toi-même, peut-être qui a laissé le monde et courir à son sort sans intervenir autant qu'il le fait dans les versions orthodoxes du christianisme. Merci Jérôme pour toutes ces remarques qui nous font bien penser. Du coup, oui, je réponds peut-être par la fin, en partant de cette image du revers, enfin du Jardin des délices. Et effectivement, je te remercie de préciser ce point-là, c'est-à-dire on peut imaginer que, mais comme dans une interprétation finalement qui peut être assez courante dans la modernité, de se dire Dieu lance l'impulsion initiale et puis après le monde se développe sui generis par lui-même. Et il y a quand même un truc qui est assez surprenant, c'est que ce monde-là qui apparaît être un monde d'avant les humains, qui est un monde vraiment du tout début de la création, mais il est déjà un peu bizarre. Il y a des espèces de formes un peu chaotiques qui sont dedans. Donc, il est presque déjà dégradé, c'est assez étrange cette première impulsion, et semble être d'emblée problématique. Mais je suis d'accord, et ça rejoint aussi ce que disait Pierre sur le fait que cette vision de ce monde qu'on laisse se dégrader en quelque sorte, elle reste dans un cadre qui par ailleurs est celui d'un triptyque, qui est d'un tableau religieux. Donc on le met dans un cadre qui préexiste. Et puis en effet, Dieu n'est pas tout à fait absent. Mais simplement c'est une façon de revoir son intervention de façon tout à fait différente. Mais oui, qui semble assez incroyable. Et d'ailleurs, c'est étonnant de voir dans la façon dont le tableau a pu échapper aussi, notamment quand il était en Espagne, à l'Inquisition, etc. Et là, son ouverture, disons sémantique, lui a permis d'échapper aussi à bien des aléas,
parce que du coup, il y a des amateurs de peinture qui l'ont vraiment défendu comme une œuvre hyper morale, et ça lui a permis de passer. Et ça rejoint un petit peu cette astuce qui était souvent reprise citée par Norbert Elias, de se dire dans de nombreuses œuvres médiévales, si on veut plaire à la fois, disons, aux dévots et aux libertins, eh bien, on va mettre, je ne sais pas, des couples nus avec le diable à côté, et comme ça, tout le monde est content. Et du coup, c'est une façon, disons, de pouvoir négocier avec les différents acteurs. Mais après, pour la question qui est plus directement de l'utopie politique, qui est celle des brahmanes. Ah oui, ce texte, il est fantastique. En fait, il s'inscrit, à mon avis, dans une longue tradition qui est en fait pré-chrétienne, puisque en fait, c'est une reprise du dialogue entre Alexandre et Diogène dans son tonneau, où il y a un dialogue qui est assez similaire, où Diogène le cynique, qui disait vivre comme un chien, nu sur la place du village, refusait de manger les animaux sacrifiés, mangeait la chair crue, se dormait dehors, se masturbait devant tout le monde, avait un rapport qu'il définissait comme amoral, et critique Alexandre qui vient le voir effectivement en lui disant lui il est obligé pour pouvoir survivre de faire la guerre en permanence, de maintenir une pompe incroyable, de se mettre des habits précieux, etc., alors que lui, Diogène, est libre parce qu'il vit nu dans son tonneau, etc. Il lui dit ôte-toi de mon soleil, etc. Tu me gênes. Et donc cette dimension critique qui traverse toute l'Antiquité, qui a toujours été minoritaire, c'est la critique, qui sont une des critiques les plus radicales des fondements de la société romaine, grecque puis romaine. Elle est dans un sens reprise par les chrétiens, qui d'ailleurs pendant un temps sont assimilés aux cyniques. Donc là, il y a, disons, une forme de conversion de ces récits. Et alors c'est vrai que c'est présenté comme un autre monde qui, dans un sens, impacte pas tant que ça le nôtre, avec cette idée tout de même qui, si on essaie de jouer ce jeu des contrastes entre nos utopies et les utopies médiévales, cette idée qu'il doit y avoir effectivement une harmonie générale du monde, vu que c'est un plan divin, et donc ça laisse la possibilité à des contre-modèles qui sont nécessaires. C'est un des exemples les plus frappants, c'est de se dire les naissances de monstres chez nous, quelqu'un qui naîtrait avec 3 yeux ou 3 bras, doit trouver sa place dans un plan divin où on peut imaginer que de l'autre côté de la Terre, il y a un peuple où tout le monde a 3 yeux et 3 bras, et les pauvres femmes ou hommes qui naissent avec seulement 2 yeux sont considérés comme des monstres atroces dans ces sociétés-là. Et donc, c'est quelque chose finalement qui prône un équilibre, un état de fait, et qui du coup n'est pas moteur politiquement, puisque effectivement ça acte le fait qu'il y a une harmonie et ça rend compte simplement d'autres possibles qui existent de l'autre côté du monde. Cela dit, dans certains contextes, il me semble qu'il faut accepter l'idée d'une possibilité politique, de la façon que des femmes ou des hommes ont pu se saisir de ces textes pour leur donner une efficience, pour critiquer, disons, la société occidentale. Et c'est notamment le cas d'ailleurs du manuscrit dont je montrais l'image au début. On voyait l'homme vêtu face aux hommes nus. Et donc lui, il reprend ce récit qui est copié, donc qui est minoritaire, mais qui est très diffusé. Il y a plein de variantes dans les différents récits d'Alexandre de ce dialogue. Et puis d'ailleurs, il fait écho aussi à d'autres textes, comme le texte de l'Âge d'Or, qui n'est pas une utopie, parce que ce n'est pas dans l'espace, mais c'est dans le temps. Et les caractéristiques de l'Âge d'Or sont très proches. En gros, de la permaculture, c'est effectivement, c'est du véganisme, c'est toutes ces dimensions un petit peu paradisiaques. Mais certains textes, comme donc celui dont je montrais l'image, qui s'appelle Le monstre des hommes, vont non seulement relayer ce récit-là, mais en faire vraiment une lecture politique directement agressant le lecteur et sa société. Et donc il ne fait pas seulement le récit de ce récit, mais après il moralise, mais d'une morale qui est absolument, disons, révolutionnaire, où il donne raison au Brahman, il insiste vraiment sur l'interprétation de ça en disant mais voilà, en Occident, effectivement, plutôt, on a un mode de vie effectivement qui est bien plus dégradé, disons, que ceux de ces peuples qui connaissent même pas Dieu. Il y a des images assez incroyables où on les voit en train d'ailleurs de... Je crois que je les avais mises à la fin. Ouais, non. D'autres images.
Voilà. On les voit en train de prier devant un hôtel vide, mais eux vivent de façon plus juste que nous, bien qu'ils ne soient pas religieux au sens qu'on entend. Et il prend plein d'exemples. Il dit, bah voilà, il y a ces peuples étonnants comme voilà, les Amazones. Et les Amazones, elles permettent typiquement de discuter les rapports de genre qui peuvent exister dans la société féodale, et donc de dire, bah, elles vivent entre femmes, vont s'accoupler une fois dans leur vie ou 2 fois dans leur vie dans une région où il y a des hommes, et après elles se défendent entre elles. Et donc là, il y a une critique des relations, des rapports de genre qui est vraiment moralisée à partir des Amazones, où il va dire, ben, les anthropophages, ceux qui mangent de la chair humaine en Inde, etc., ben, eux, effectivement, sont certes horribles, mais par contre, ils sont toujours moins que toi qui es en train de lire le texte, toi qui es le noble, qui mange la nourriture de tes paysans, et toi, tu t'engraisses à fur et à mesure qu'eux maigrissent. Et dit, ces sauvages, si l'on veut, d'Orient, ont la décence de manger, disons, de la chair morte, mais vous mangez de la chair vivante. Et donc là, il s'adresse vraiment au lecteur, et là, il y a une critique extrêmement virulente. Alors, elle est hyper minoritaire. Je suis d'accord avec toi que des choses qui, sans doute, n'ont pas été voilà, peut-être aussi répandues. Mais il me semble au moins important de dire que ce possible existe. Il est discutable, on pourrait discuter ses interprétations, mais il me semble qu'à la fois d'un point de vue politique, d'imaginer d'autres systèmes est extrêmement important. C'est pas there is no alternative. Il y a des alternatives. C'est ça que montrent effectivement ces utopies politiques. Et ouais, voilà. Merci. Du coup, juste un mot dans la foulée sur pour bien expliquer l'importance de cette critique de la propriété de l'Église. On est dans une société où l'Église est le principal propriétaire des terres, où par la fiscalité pontificale, la papauté amasse des trésors gigantesques à Avignon pour faire la guerre, et donc qui dévoie complètement ce qui devrait être la mission apostolique de la papauté. Et donc cette critique franciscaine qui vise à dire toute l'Église doit devenir pauvre comme nous le sommes pour être fidèle au message du Christ est un message littéralement révolutionnaire. Donc et ce qui est très, alors c'est complexe mais c'est très puissant, c'est certes, le futur va s'accomplir, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit, mais des humains peuvent le précipiter, peuvent y participer. Donc il y a un appel à l'action qui peut être paradoxal, mais dans le cas de Roquetaillette, quand il parle de justice populaire, il s'agit bien de dire que ce sont les révoltes paysannes et urbaines qui vont accomplir les desseins de Dieu en massacrant les nobles et en pillant les églises et les monastères. Donc il y a quelque chose là, dans cette espérance millénariste qui est proto-révolutionnaire, on pourrait dire, donc qui est vraiment là aussi sans doute minoritaire, mais qui a travaillé et qui revient régulièrement. Hein. Soit on repousse plus loin, mais il y a des moments, et il y a eu les spirituels et les béguins de Languedoc, à qui on avait annoncé que vers 1323, il y aurait un pape qui serait le précurseur de l'Antéchrist et qui sont confrontés à Jean XXII, qui agit effectivement comme l'adversaire de la pauvreté franciscaine. Ils ont vu en Jean XXII l'Antéchrist et ils sont allés au martyr pour cette raison-là. Donc il y a bien des moments effectivement où on est confronté à cet avenir qui percute le présent. Même des questions plus naïves, hein, si vous avez des demandes d'explication ou des... Bonjour, merci pour la conférence. Alors moi je suis pas du tout médiéviste, mais j'ai été frappé de voir qu'il y avait une espèce de dichotomie au niveau des utopies médiévales entre ce qui relève du plein et ce qui relève de l'absence. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est le pays de Cocagne, l'Éden et l'enfer, c'est toujours représenté avec un trop-plein. Il y a toujours un trop-plein de marchandises, il y a toujours un trop-plein de vivants, d'hybrides, il y a toujours... ça n'arrête pas de vomir et d'être partout, de se répandre. Alors que il y a aussi l'autre pendant, ce serait cette histoire de marge ou de 8e temps, ou de 8e époque, pardon, j'ai pas trop saisi la nuance,
où dans cette espèce de livre, encore une fois, immense, tiré à un nombre d'exemplaires complètement délirant, avec je ne sais combien de folios, il y a ces 8 pages, ces 8 feuillets complètement vides, et qui rappellent un petit peu, enfin moi ça m'évoque ce que peuvent dire des philosophes sur Bartleby, donc avec cette espèce de personnage qui arrête de travailler, qui en laissant une place à l'absence laisse la possibilité révolutionnaire de s'infiltrer dans le présent, quoi, justement avec ce retour au présent. Et donc on a beaucoup parlé du coup de religion occidentale, mais dans les traditions orientales, l'utopie ce serait plutôt le nirvana, et encore une fois l'absence et le vide. Et du coup, moi, j'ai pas tant de questions, c'est juste ce truc-là qui me frappe, et je me demande si vous avez une manière d'expliquer. Et pourquoi, du coup, l'utopie, d'un point de vue médiéval, ne serait jamais une société basée sur l'harmonie ou la juste mesure, ou un monde idéal. C'est peut-être un peu vaste. Pas forcément une réponse aboutie, mais une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'un certain nombre d'exemples qu'on a pu montrer faisaient que l'utopie soit se déplaçait du côté du dépouillement, hein, ou au contraire de l'abondance. Et qu'est-ce qui est le plus désirable? Qu'est-ce qui est le plus préférable? En tout cas, ce qu'on a essayé de montrer, partiellement, parce que ça ne résume pas tout le débat sur l'utopie médiévale ou les utopies médiévales, mais que c'est un monde qui a réfléchi quand même sur qu'est-ce que ce serait de vivre dans une société ou un monde du dépouillement, et qu'est-ce que ce serait de vivre dans un monde de l'abondance, et où est-ce qu'il vaut mieux vivre, voilà. Et donc, ces scénarios-là sont bien dans les têtes, hein, voilà. Peut-être on peut l'expliquer même assez simplement en revenant à ce que montrait Pierre-Olivier sur l'image de l'enfer remplie d'objets. On est dans des sociétés qui s'enrichissent, qui sont obsédées par le travail, où la morale de l'Église est une morale qui pousse à travailler, et où on accumule des richesses, alors de façon inégale. Et donc les utopies sont soit l'accomplissement de cet enrichissement de façon un peu carnavalesque, ou le désir de revenir à une pauvreté volontaire, hein, c'est ça l'élément crucial dans le mouvement franciscain, c'est une pauvreté volontaire qui critique précisément ce fétichisme de la marchandise, pour reparler comme un auteur. Voilà. Donc d'où cette tension, c'est parce que c'est vraiment le cœur de la dynamique occidentale à la fin du Moyen-Âge. Non, admirable, extraordinaire, quel plaisir. Est-ce qu'il y a des utopies qui sont totalement loin du cadre religieux dans lequel vous nous avez dit que baignait cette période qui est quand même pas uniforme? Que nenni? Le pays de cocagne, c'est pas... voilà, ça pourrait... C'est compliqué de faire abstraction de cette dimension-là au siècle dont on parle. Il y a un article célèbre de Jacques Le Goff sur les utopies au Moyen-Âge, et dans lequel il dit que pour lui, la seule utopie, c'est le pays de cocagne. Il dit il n'y en a pas d'autre. Alors, je pense que voilà, peut-être qu'aujourd'hui, on peut dire, ça serait à interroger. Pourquoi? Alors qu'il connaissait très bien ces textes sur les peuples d'Orient, etc. Pourquoi lui, il refuse de les faire rentrer dans ce cadre-là? Peut-être parce que, comme le disait Jérôme tout à l'heure, c'est pas des utopies au sens où on croit vraiment dans leur existence, donc c'est pas des pures productions de l'imaginaire comme disons peut l'être voilà, le pays de cocagne, dont on sait que c'est une fable, comme l'abbaye de Thélème ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça dépend de la définition qu'on prend de l'utopie. Si on prend une définition vraiment restrictive d'opération mentale, de création d'un lieu autre qui se présente comme tel, etc., et il a quand même peut-être raison. C'est-à-dire qu'à ce titre-là, si on prend vraiment ces caractères-là d'une société qui présenterait vraiment
un mode de vie alternatif, etc., où on insiste dans les différents critères de l'utopie, voilà, sur le caractère, disons, quotidien, où le moindre geste est repensé, bien, oui, c'est vrai que là, il n'y a peut-être pas beaucoup d'autres exemples que le pays cocagne, mais après, il y a toutes ces séries de textes qu'on a discutés ensemble qui sont autour et qui, il me semble, enfin, lèvent des possibilités utopiques ou des quasi-utopies, et en tout cas permettent de penser des autres modes de vie, des autres possibles de l'humanité sur Terre, et qui, à mon avis, voilà, rentrent en dialogue, peut-être plus même que le cocagne, avec des utopies contemporaines, ou voilà, en élargissant simplement les critères. Juste pour rebondir sur le pays de cocagne, il y a quand même une forme de concrétisation, hein, qui est le mat cocagne. Et il y a un texte, parmi d'autres, hein, qui s'appelle le journal d'un bourgeois de Paris, qui est rédigé sans doute au début du 15e, et qui dit que c'était répandu, hein, beaucoup cette sorte de jeu, hein, c'est-à-dire qu'on plante un mât, on l'enduit d'huile, de matière grasse, etc. On place un panier rempli de victuailles tout en haut, et puis on essaye, voilà, ce qui n'arrive jamais. Alors, ce qui à la fois déclenche le rire, et puis en même temps, c'est comme dans ces rêves ou ces cauchemars, vous savez, où vous allez attraper, puis ça marche jamais. Et donc, l'utopie aussi, du point de vue anthropologique, est liée à ça, est liée au rire, est liée au rêve. Donc, est lié aux émotions. Hein. Bon, c'est pas seulement des opérations intellectuelles, c'est des choses qu'on essaie d'exprimer, de saisir par les sens. Et quand on voit le tableau de Jérôme Bosch, c'est saturé de sens, même de sensualité. Hein. On sent, on voit les corps qui touchent, on a des textures, tout ça. Donc voilà, c'est pas seulement des opérations purement détachées, mais on peut essayer de concrétiser, matérialiser l'utopie et de rendre accessible l'inaccessible. Voilà un petit peu le... Tu as donné les bons mots de la fin. Je crois que... Merci à toutes et à tous pour votre venue. Et...